Bien, bonjour tout le monde. Il y a des personnes qui m'ont demandé pour faire les informations relatives au CCNA, presque un cours CCNA. Alors c'est le premier d'une longue série. On va commencer par le module 1 et chapitre 1. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les réseaux qui affectent les vies, nos vies, un peu l'évolution des réseaux. Le réseau, qu'est-ce qu'il faut pour le construire, donc ces différents composants. La topologie et représentation du réseau. Et là, vous pouvez aller voir ma vidéo concernant ma topologie. Vous avez le lien qui se trouve ici. Vous avez les types courants de réseau, les différentes caractéristiques, les connexions en direction d'Internet, construire des réseaux fiables, c'est des réseaux qui tombent jamais en panne, entre guillemets, ce qui est en théorie pas possible, mais on aimerait faire de la redondance. Les différentes tendances au niveau des réseaux, l'évolution, bien sûr la sécurité dans le réseau, et tout ce qui est lié aux professionnels de l'IT, ça je mets un petit peu, c'est les différents jobs que vous pouvez éventuellement postuler. Alors on y va directement au slide suivant. Donc, terminologie, les composants des réseaux, la topologie, connexion, redondance et cette sécurité, c'est ce qu'on vient de voir sur le slide précédent. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe des relations clients. Donc, il vous faut installer un client web, ce qu'on appelle un browser. Il y a le réseau entre deux. Et vous avez le serveur, il fonctionne serveur. Si vous mettez client avec client, puis vous voulez faire du web, ça va pas aller. Il faut une fonction serveur quelque part et une fonction client. D'accord? On appelle ça des équipements terminaux et qui les serveurs fournissent cette information, soit c'est des mails et autres. Il est possible d'avoir typiquement sur votre PC installé une fonction serveur. Donc les clients et serveurs en même temps. Par contre, il existe ce qu'on appelle le peer-to-peer. Alors, par exemple, ici, vous avez une imprimante qui est physiquement connectée sur un des PC. On peut aussi appeler ça éventuellement print server. Et celui-ci va utiliser cette fonctionnalité donc via cet ordinateur pour utiliser cette imprimante. Par exemple, c'est une imprimante USB, il n'est pas connectée physiquement ici. Et il dit, moi j'ai envie ici de partager ici mon imprimante ici. Donc lui-même, il est client, il est serveur d'impression. Et dans l'autre sens, lui, il met à disposition des fichiers. Et donc il est, entre guillemets, client aussi, mais serveur de fichiers. Et là, le peer-to-peer, c'est aussi les différents système qu'on avait pour partager les différentes vidéos, audio ou d'autres fichiers. On est client et serveur, mais c'est dans le même logiciel. Alors l'avantage, c'est très facile à configurer. Vous n'avez qu'à cliquer, installer, puis c'est bon. C'est moins complexe, mais par contre, donc les coûts réduits. Par contre, en termes de sécurité, c'est pas génial. Et, ici, justement, le peer-to-peer, ce téléchargement qu'on pouvait avoir. Il n'y a pas la gestion de la configuration, de la sécurité ou de choses à distance quand on a un système peer-to-peer. Peu de souplesse et les performances sont un petit peu réduites. On ne maîtrise pas trop qui vient se connecter chez nous. Donc c'est typiquement ces différents logiciels, il y a plusieurs noms, où on peut partager, on est client et serveur. Le plus connu à l'époque c'était Skype, on est client, mais aussi serveur. Il y a des gens qui passent par nous, on vient serveur, on est sur du peer-to-peer. Contrairement à ce qu'il y avait là, on a une fonction très claire client, très claire serveur. Bien sûr, cette possibilité de très clair, on peut aussi l'installer, mais c'est deux fonctions séparées. Les appareils terminaux. Les appareils terminaux, eh ben, on a dans un réseau local Area Network,
ben, on a différents équipements, un laptop, des imprimantes. Ça, c'est des équipements terminaux. À l'autre bout, on a aussi des équipements, hein, donc ça peut être des imprimantes ou d'autres choses. Et on va traverser pour ceci, pour interconnecter ces deux réseaux locaux, à travers un réseau, ça s'appelle WAN, ou nous, on va utiliser plutôt Internet. Alors les appels terminaux, c'est ceux-là. Par contre, ça, c'est pas un appareil terminal, il reçoit des informations et le retransmet de l'autre côté. La même chose, ces équipements, ces routeurs, ne sont pas des équipements terminaux. Donc c'est uniquement ceux qui produisent ou qui reçoivent des informations, c'est les équipements terminaux. Par contre, les réseaux intermédiaires, donc au niveau du CCNA, ils vous font un petit peu le test entre un réseau ou des appareils intermédiaires, réseaux intermédiaires, ou des réseaux terminaux. Ben, typiquement, vous avez les routeurs, vous avez les switches, les firewalls. De toute façon, l'information vient d'un côté, elle ressort de l'autre, ou elle est filtrée. On a du sans fil, on a les modems, on a ici les satellites. Donc c'est des équipements intermédiaires, ils ne produisent pas de l'information. Maintenant, en termes de représentation des réseaux, eh ben, on peut représenter sous forme logique, c'est-à-dire que quand je conçois un réseau, je vais ici de dire, ben voilà, je vais faire un réseau des départements vente, mais j'ai pas besoin de me préoccuper s'ils sont une partie au premier étage, deuxième étage, une partie dans le bâtiment A, dans le bâtiment B. Donc je ne me préoccupe pas de ça, je fais un degré d'abstraction ici pour créer mes réseaux. Je dis, je fais un réseau pour le département vente, un réseau pour le département ressources humaines et par exemple recherche et développement. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme logique. Mais il existe une autre approche qu'on appelle la forme géographique. Et je m'occupe un petit peu tous les équipements que je vais mettre dans le bâtiment A, à quel étage, aussi pour qui, mais je vais m'orienter plus au niveau de l'étage du bâtiment. Bâtiment A, B, et par exemple la salle serveur. Donc ce n'est pas un réseau salle serveur, c'est vraiment un emplacement géographique de dire voilà, ça sera ma salle serveur. Donc au niveau des concepts, l'approche elle est un petit peu différente si on s'occupe plutôt de la forme logique et de la forme géographique. Je dirais de mon côté, on a plutôt tendance à commencer par la forme logique, puis après c'est clair, quand il faudra déposer les équipements, mettre en place, installer, on va passer par la forme géographique. Petite parenthèse, ça on a de la peine un peu à maintenir. Faites toujours une fois une question qui fait toujours un peu sourire, dans le sens où vous dites, est-ce que vous avez un schéma de câblage de votre entreprise? Est-ce que vous savez quel appareil est où? Donc forme géographique. Et là, généralement ça pêche, les entreprises ou les institutions ont de la peine à maintenir le réseau ou le câblage, savoir qu'à l'autre bout qu'est-ce qu'il y a, ça bouge un petit peu, puis ils ne sont pas forcément au courant. Après, il existe les différentes tailles de réseau. Alors, le plus petit, c'est installé chez soi, par exemple, ou dans des petites entreprises, qu'on appelle ici SOHO, Small Office, Home Office. Donc la technologie n'est pas la même si on est une petite entreprise ou au contraire on est une grande entreprise. On a des entreprises de médium à large, et bien ce niveau-là utilisera des équipements spécifiques, pas comme nous, un modem routeur ou de la fibre optique. Alors, bien sûr, de la fibre optique à très grand débit, la technologie n'est pas forcément ce qu'on a à la maison. Et au niveau mondial, c'est les entreprises multinationales, ils ont aussi une couverture. Si on prend Cisco, ou on prend Hewlett-Packard et autres, ils sont dans le monde entier. Et au niveau des collaborateurs, ils sont interconnectés entre eux, pas forcément à travers Internet, et il y a tout un réseau. Et là aussi, c'est une technologie un petit peu différente et ce n'est pas les mêmes investissements. Dans les types de réseaux, il y a les réseaux locaux, qu'on appelle ici des LAN, Local Area Network. Donc ça, c'est confiné géographiquement au niveau d'un campus, au niveau d'un immeuble, ou voire chez vous, c'est votre réseau local. On a le Wide Area, donc c'est aussi une autre technologie pour pouvoir transmettre entre les continents, par exemple. Et puis,
il existait, mais je le mets entre parenthèses, le MAN, c'était une technologie un peu intermédiaire qu'on appelait au niveau d'une région, qu'on appelle, ou d'une grande ville, Metropolitan Area Network. Mais ce qui est important, c'est surtout bien faire la différence entre LAN et WAN, Wide Area Network. Quelques autres définitions. Il y a l'intranet, c'est limité à une société ou à une organisation. On appelle l'intranet, mais ça peut couvrir un intranet, comme je l'ai dit, sur tous les continents, comme les employés Cisco ou HP ou autres. Microsoft, ils ont un intranet. C'est limité à une organisation. On a l'extranet. Ça, c'est un terme qui est demandé à l'examen. C'est des réseaux qui sont un petit peu étendus par rapport à l'intranet, qui permet à des fournisseurs ou à des clients, à des employés de se connecter ou d'avoir accès à ce réseau-là. Moi, c'est un terme que j'aime pas trop. Bon, on ne l'utilise pas vraiment, mais c'est demandé, extranet. Et Internet, ça vous connaissez, c'est le réseau mondial. Alors si on parle un petit peu d'Internet, eh ben, il faut bien savoir que l'Internet, il appartient à personne, ni à des individus, ni à des regroupements. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante, c'est pas Elon Musk ou autre qui a acheté Internet, ou Microsoft ou Google, il appartient en gros à personne. Il y a des instances, il y a des groupements qui se sont mis ensemble pour essayer de maintenir cette structure d'Internet ici. Et nous avons ces sociétés ici, IETF, Internet Engineering Task Force, ICANN, c'est tout ce qui est lié aux noms, les noms de domaine et les adresses IP. Et on a le IAB, Internet Architecture Board, c'est un peu comment on va structurer Internet. Si on regarde les connexions par rapport au Small Office, Home Office, nous avons la technologie ADSL, VDSL, donc généralement on met un petit X ici, XDSL, ici, c'est du cuivre. On a une partie maintenant remplacée par de la fibre optique. Ici par câble, c'est le Cable TV, c'est le téléréseau, et on peut surfer sur le téléréseau. On a la possibilité de surfer via la 4G, 5G, donc de plus en plus maintenant on vous fournit des modems, comme les modems que vous recevez là, mais au lieu de passer ici en fil ou en fibre optique, c'est utiliser le réseau cellulaire, donc la 5G. Vous avez ici le satellite, ici, alors aussi c'est possible d'avoir une très grande bande passante, Starlink typiquement comme exemple. Et puis anciennement, c'est plus utilisé jusqu'à aujourd'hui, c'est la ligne téléphonique, on fait le numéro de téléphone jusque chez le provider. Attention, on passe forcément par un provider, on n'a pas accès direct à Internet, c'est pour ça que vous payez un abonnement à cette société. Elle a un accès Internet, il a dit, tous ceux qui passent par moi, je leur fournis l'accès Internet. C'est pour ça qu'on appelle ça un ISP ou un FAI, fournisseur d'accès Internet. Donc DSL, les câbles c'est téléréseau, donc généralement c'est des câbles coaxiaux, technologie cellulaire, satellite, et les connexions à Internet pour les grandes sociétés, organisations, ils ont des lignes louées, ils ont une très grande capacité aussi fibre optique, ils ont la technologie un peu WAN basée un peu sur Ethernet, qu'on appelle Metro Ethernet, et puis ils ont au niveau DSL, une particularité, c'est qu'on ne mélange pas directement le trafic que vous générez avec ces institutions ou ces organisations. On crée un peu comme des VPN et puis on crée aussi des groupes fermés d'usagers sur les satellites. Sur quoi ils ont l'accès direct sur Internet, sur quoi où ils passent aussi par un Internet provider, typiquement pour fournir les lignes louées en direction d'Internet. Ligne louée, donc connexion c'est légèrement point à point. Technologie, donc pour passer de LAN à WAN, toute la technologie XDSL et satellite, mais sous forme de business avec différentes garanties. Maintenant, si on regarde en termes de réseau, il existait un réseau de distribution de TV. Il y a les studios, soit ils font leur direct, leur téléjournal, ou ils produisent les films.
Et ensuite, on a tout un réseau spécifique pour transmettre ça sur les téléviseurs. Et ça, c'est une structure, généralement c'était du sans fil, c'est les antennes qui se trouvent généralement sur des montagnes pour pouvoir distribuer ce qu'on appelle aussi broadcast au maximum de personnes. Donc ça, c'est des technologies spécifiques, il fallait former des gens sur ces équipements sans fil pour la distribution son et image. Ensuite, on avait la technologie ici de la téléphonie, téléphonie classique sur fil. Et nous avons des gens qui étaient formés, spécialisés donc dans les centraux téléphoniques. C'était des équipements spécifiques. Ces personnes qui travaillaient là-dedans ne pouvaient pas travailler là-dedans. Les technologies ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, toujours en gros avec fil. Ensuite, il y a une autre technologie, c'est tout ce qui est le mobile. Et ce mobile, c'est aussi une autre technologie qui n'est pas compatible avec la télévision ou la téléphonie classique en termes d'équipement, ici. Et on a une structure de réseau qui est un peu différente. Il reste aussi les transmissions de données, qui est aussi une technologie spécifique, non IP, pas forcément IP. Donc on avait différents types de réseaux et il fallait former les gens dans ces types de réseaux, donc les spécialiser, ce qui coûte relativement cher. Maintenant, en termes d'évolution de réseau, qu'est-ce qui se passe? Les studios sont passés en IP, d'abord en numérique. On est passé à la télévision analogique en télévision numérique. Et ensuite, on est passé du numérique en numérique IP, IPTV. Donc, on va dans un réseau pour transporter ici des images. Pour le mobile, alors le mobile lui-même ici, on n'est pas encore en IP. Je ne parle pas du Wi-Fi qu'on allume, c'est vraiment la 4G. Mais à un certain moment, on peut depuis ici surfer sur le réseau, on peut transporter ou retéléphoner un endroit en passant par le réseau IP. On a les clients qui veulent surfer sur Internet, ça c'est assez évident. On a différents serveurs ou centres de calcul. Là, on est en technologie IP. Avant, on était en technologie numérique. Et du numérique, on est passé du numérique sur IP. La téléphonie, ce qu'on appelle la voix sur IP. On a changé, on peut démonter nos téléphones et les anciens centraux et on vient le brancher sur le modem routeur, le nôtre de modem routeur, et on a de la voix sur IP. Donc on a ce qu'on appelle les réseaux convergents, tout passe par un seul type de réseau, ce qui est assez intéressant en termes d'équipement et en tant que formation des gens, on forme là-dessus et c'est tout type de trafic ici, voix sur IP, IPTV ou tout ce qui est Internet sur une seule technologie. Maintenant, on va passer dans l'architecture des réseaux fiables. Ici, en gros, il faut que jamais il tombe en panne. Donc, ça s'appelle une tolérance de panne. Il y a un équipement qui est en panne. Qu'est-ce qu'on fait exactement ou qu'est-ce qui est prévu en termes de secours quand un équipement ou un câble qui se coupe? On a également la possibilité de regarder pour étendre ce réseau ou le faire évoluer, pour pas que d'un coup on doit tout jeter et recommencer, il faut qu'on puisse facilement le faire évoluer. Il faut aussi, au terme de trafic, il existe des trafics voix, des trafics TV, des trafics de données, et l'idée c'est d'exploiter au mieux ces réseaux et de prioriser. Par exemple, les contraintes de la télévision ne sont pas les mêmes que la voix sur IP. La voix sur IP, c'est le délai qui doit être le plus court possible. Qu'en télévision, si on a une image de moins de plus, au lieu de 25, l'œil ne va pas voir la différence. Par contre, on va demander du débit. La télévision haute définition va demander du débit. Et ce qui est très important, c'est la sécurité dans les réseaux. Ça aussi, sécurité jusque chez vous, également dans les réseaux. Alors maintenant, si on regarde l'évolution un peu des réseaux. De plus en plus, les collaborateurs ou les étudiants dans un campus amènent leur propre équipement. Ce qui amène une nouvelle problématique, ces équipements, on ne les connaît pas. C'est-à-dire, on ne sait pas s'ils ont mis un antivirus dessus, on ne sait pas quel type de technologie, et ça, où il a traîné, entre guillemets,
s'il n'y a pas déjà des logiciels malveillants dessus, on n'a pas de contrôle sur ces équipements. Généralement, dans une entreprise, l'entreprise vous fournit un PC, un laptop, qui est bien conditionné, bloqué certaines fonctions pour le sécuriser au maximum. Du moment que les gens amènent leurs propres équipements, eh ben, on ne sait pas ce que ça implique en termes de sécurité, si on peut verrouiller tout un réseau ou d'autres équipements via ce type d'équipement que l'on ne connaît pas. Ensuite, il y a des outils collaboratifs. C'est surtout dans le cadre aussi du Covid, où on a fait de la visioconférence, de l'enseignement à distance. On a encore une application ici, WebEx, de Cisco, et il y en a d'autres, Microsoft aussi, qui font ces outils collaboratifs. Donc ça, c'est une évolution. Par exemple, il y a des personnes qui font du télétravail, qui sont comme au travail, mais à la maison, presque avec les mêmes possibilités. Ici. Ensuite, il y a des choses dans le cloud, c'est-à-dire qu'on ne met plus rien dans un PC, et on va pouvoir accéder au service qui est dans un cloud. Typiquement, toute la bureautique, par exemple, il n'y a rien installé sur les équipements, et tout le programme, tous les logiciels se trouvent sur le serveur. On voit l'évolution aussi dans le gaming. Le gaming prend beaucoup de ressources, il faut des super cartes graphiques. Et ben, on met tout ça dans le cloud. Prenez un abonnement ici, puis vous jouez à travers le réseau. Vous avez besoin d'un relativement vieux PC avec très peu de performance et vous pouvez jouer en relativement très haute qualité si vous avez un bon réseau. Donc ça, c'est aussi des nouvelles tendances. Et de plus en plus aussi, ces communications interactives ici, différents types d'équipements. Ça aussi, ces communications en live, vidéo, point à point. Et là, il y a aussi une évolution, les tendances dans ces différents réseaux. Donc il faut adapter ces réseaux IP avec les nouvelles tendances aussi en termes de consommation de débit. Donc chez soi, il y a aussi des évolutions, voire des fois des révolutions. On a tout ce qui est maison connectée, ça s'appelle Smart Home, ou l'Internet des objets. Donc on peut commander des choses automatiquement, typiquement la voiture, pas donner une marque de voiture, mais quelque part, moi je dis que c'est plus une voiture, c'est un ordinateur sur roue. Donc il y a directement des mises à jour, c'est des mises à jour, vous ne pouvez même pas rouler en voiture. Mais pour dire c'est l'évolution, vous pouvez commander depuis la voiture des choses dans la maison, ou quand vous partez après la lumière s'éteint. L'inverse avec un smartphone, vous pouvez commander différentes, l'éclairage par exemple, qui se module même en fonction de la lumière, en fonction de la musique ou des choses de ce style. Puis vous pouvez aussi parler pour demander comme des micros que vous avez chez vous, quoi, Alexa ou d'autres choses, et puis demander des informations ou donner des ordres de lever ou fermer les stores par exemple. Évidemment, ça en termes de sécurité, ça amène des nouvelles problématiques. Aussi chez soi, ce qu'il y a la possibilité, c'est d'utiliser c'est plutôt en local, c'est le réseau électrique pour pouvoir par exemple alimenter le Wi-Fi qui passe pas très bien par la cave. On peut utiliser la prise électrique pour pouvoir transporter des données. On fait facilement maintenant aussi, je crois, proche du gigabit ici. Donc à l'intérieur ici, on peut câbler, on réutilise le câblage qui existe déjà, donc du courant électrique, la prise électrique. Il suffit de mettre des boîtiers dedans et on peut connecter, soit on sans fil ou soit on met encore un fil ici, directement, ce qu'on appelle ici Powerline. Il y a des essais qui ont été faits pour faire Powerline au niveau d'un canton, par exemple, une région, mais là, ça ne fonctionne pas très bien, il y a d'autres problématiques. Mais en local, ici, ça fonctionne assez bien. Ce qui pourrait exister dans certains pays, c'est le cas, au lieu que chacun a ici un modem routeur, donc chaque maison a son propre modem routeur, c'est-à-dire Wi-Fi et après le modem routeur sur câble, pourquoi pas que les équipements vont directement sur un très grand Wi-Fi, donc un peu comme la téléphonie mobile, mais sous forme de Wi-Fi, qui va couvrir par exemple un rayon de 2 km, qui va avec une seule antenne
couvrir tous les équipements sans fil sans encore passer par son propre modem routeur ou sa propre Wi-Fi. Donc ce qu'on appelle ici Wireless Broadband Service, c'est l'accès sans fil pour des plus grandes distances. Prenez donc comme analogie typiquement la 5G. Donc la 5G, ben, vous avez peut-être là vous pouvez directement, au lieu d'avoir un boîtier, parce que là vous fournissez un boîtier en 5G, donc tout vient sur le boîtier, puis c'est le boîtier qui transmet. Mais autrement vous avez des accès directs. Alors dans la télévision actuellement il n'y a pas de 5G. Mais par exemple où on commence c'est dans les voitures. Donc accéder après à ces différences, ce qu'on appelle ici la technologie ici WISP, Wireless ISP, Internet Service Provider. Donc dans certaines régions ça existe ceci. Donc typiquement aussi donc en wireless, en Wi-Fi ou autrement en 4 ou 5G. Maintenant la sécurité dans les réseaux. Nous avons ici un intranet dans une entreprise par exemple. Nous avons ici Internet et qu'est-ce qui se passe? On a un attaquant qui va essayer de s'infiltrer dans les différents équipements ici, ou les serveurs, faire des vols de données, ou faire encore d'autres activités illicites. Donc la menace, on a l'habitude qu'elle est depuis l'extérieur, donc le méchant se trouve dans Internet, mais en réalité, il peut y avoir des problèmes en interne. Soit c'est quelqu'un qui le fait exprès, ou soit c'est quelqu'un qui a un appareil qui est vérolé et qui crée après des problèmes dans le réseau. Donc n'oubliez pas, dans le terme de concept de sécurité, il faut prévoir la sécurité aussi en interne. Vous mettez un firewall, mais il est complètement inutile pour les menaces internes. Il n'y a pas de firewall entre les différents ici équipements. En termes de menaces, vous avez les virus, vous avez les backdoors, donc ça s'appelle les portes dérobées. Ensuite, il y a tous ces aspects publicité qu'on vous envoie, là, les adware, non sollicités, et puis espionner un peu ce que vous êtes en train de faire, les spyware. Une chose aussi, c'est difficile à se protéger, c'est si vous avez ici un serveur, et ben cet attaquant simule 100, 200, 500, 1000 personnes qui viennent un peu de partout, mais ils n'existent pas, c'est simulé, qui vient en même temps demander des ressources sur votre serveur. À un moment, le serveur lui-même, il est surchargé, et puis en gros, il tombe, et ce qu'on appelle déni de service, c'est-à-dire qu'il ne peut plus offrir le service qui était prévu, c'est un serveur web, par exemple. Autrement, il y a le vol de données, et demander des rançons, des ransomware. Les menaces internes, c'est plutôt l'utilisation inadéquate d'appareils, des employés qui sont malveillants ou utilisation du matériel privé qui a été infecté. Maintenant, comment se défendre de tout ça? Eh bien, la sécurité doit être implémentée sur plusieurs niveaux. Il faut voir plusieurs solutions, plusieurs endroits en termes de sécurité. Il ne faut pas le mettre qu'à un seul endroit. Il faut implémenter des logiciels antivirus, ça peut être sur les PC, sur les serveurs, et on a encore d'autres endroits qu'on peut encore mettre quelque chose de ce style. Et aussi anti-espion, détecter qu'on est en train de nous espionner. Donc ça aussi, c'est aussi important de pouvoir le voir. Éviter que ça s'installe. Et deux, une fois que c'est installé, de remarquer qu'il y a une anomalie et de pouvoir l'enlever. L'utilisation d'un pare-feu, firewall ici, pour bloquer tout du trafic non désiré. Ce qui est important pour vous, c'est de faire régulièrement ces updates de système d'exploitation, ce qu'on appelle des patchs, pour éviter que quelqu'un utilise les vulnérabilités d'un système d'exploitation et fermer ces portes ici. Donc il y a régulièrement des mises à jour. Faites les mises à jour, c'est très important. Voilà, on a terminé pour cette introduction, chapitre 1. Donc il y aura le chapitre 2 qui va suivre. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre pour l'examen?
c'est de bien comprendre la différence en termes d'attaque entre les dénis de service, les backdoors, les spyware. Donc ça, c'est une chose qu'il faut connaître. Il faut connaître la différence qu'il y a entre l'intranet, extranet et internet. Ensuite, si une entreprise alloue ou autorise d'amener ses propres équipements, comment ça s'appelle ce phénomène? Ensuite, qu'est-ce que c'est un ISP, un FAI, fournisseur d'accès Internet, Internet Service Provider? Quel est son rôle? Ensuite, quand un employé se connecte avec son PC directement dans l'entreprise, est-ce qu'il se connecte dans l'Internet, l'intranet ou extranet? Ensuite, les différentes technologies, quel est l'avantage du Powerline? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage? Ensuite, de bien comprendre la différence qu'il y a en termes de tolérance de faute, l'extension, flexibilité, donc sécurité, qualité de service et la fiabilité. Ensuite, un peu les caractéristiques des liaisons pour aller sur Internet, DSL, relativement bon débit, le téléphone pour aller sur Internet avec les modems, c'est catastrophe en termes de débit. Ensuite, le satellite, c'est surtout des délais très longs. Et puis le cable TV, on utilise le câble coaxial pour la télévision. Ensuite, quels sont les critères qui va dire que si on choisit un de ceux-là, c'est clair, c'est surtout en termes de distance qui va plutôt privilégier une technologie par rapport à l'autre. Ensuite, quel type de trafic a besoin de la QS, Quality of Service, lequel doit prioriser ce fameux flux. Et en termes de sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire dans une petite et moyenne entreprise si on veut se protéger vis-à-vis de l'extérieur? Ici, on a vu ceci. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir.